Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon collègue Mathieu Gallet. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Je dis collègue parce que, attention, on va parler d'un grand film. Tu vois, alors là, on va aujourd'hui, analyser en long, en large et en travers. Du lourd. Voilà, qui s'appelle La chute de la Maison Blanche de Antoine Fuqua, à savoir Olympus Has Fallen en anglais. Voilà. Alors, avant de contextualiser, avant tout ça, il faut pitcher le film, mais en même temps, c'est très simple. Vas-y, je te laisse la parole. Ouais, là, ça va pas être très compliqué. Donc, Gérard Butler incarne Mike Banning, qui est un agent des services secrets en charge de la sécurité du président, et qui, un soir de Noël, en fait, est impliqué dans un accident dans lequel il sauve le président, mais sa femme, donc la First Lady, meurt. Il n'arrive pas à la sauver. Alors, on spoil tout, hein. Oui, on spoil tout, on prévient. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est le début du film. Ouais. Alors, 18 mois plus tard, notre bon Mike a été relégué à un boulot de gratte-papier au département du Trésor, puisque le président ne peut plus le voir, parce que ça lui rappelle trop ce tragique incident. Et le lendemain du 4 juillet, alors que le président reçoit la visite du premier ministre sud-coréen, eh bien, en fait, des méchants nord-coréens attaquent la Maison Blanche et prennent le président en otage. Et il va en incomber à ce bon Mike Banning, comme en bon succès d'année de John McClane qu'il est, de renverser la situation en allant péter la gueule aux terroristes. Voilà. Alors, Voilà. on a tous compris que c'était donc un succès d'année très tardif de Die Hard, quoi. Oui, très. Un ersatz, façon New Image, voilà, puisque ce sont eux les, Millennium Film, New Image, je sais pas comment ils s'appellent, c'est un peu partout les canons des années 2000, quoi, et 2010 en l'occurrence, puisque c'est un film qui date de 2013, et on va contextualiser un peu ça. On va dire, c'est une prod assez cossue, mine de rien, 70 millions de dollars. Ouais, déjà c'est confortable. Voilà. Tourné aux States. Alors ils ont tourné en Louisiane, Ouais. mais c'est tourné aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que la Maison Blanche en Louisiane, voilà, quoi, en plus c'est assez bizarre parce que t'as des moments où t'as l'impression que tu te dis mais c'est vraiment la Maison Blanche. En fait, t'as l'impression qu'ils ont trouvé une vieille maison coloniale, ils se sont dit ça va faire l'affaire, quoi. Tu vois, Ça va le allez faire, hop, t'inquiète. tu vois, tranquillou, quoi. Et ma foi, en fait, c'est un film à la New Image, quoi. C'est-à-dire en gros assez violent, assez con, disons ça comme ça, et puis assez bourrin. Voilà, donc est-ce que là c'est bon, on peut emballer. En fait, non, allez. Je crois qu'on a tout dit là. Développons. Non. Oui. Oui, alors effectivement, quand le film arrive en 2013, c'est effectivement complètement c'est anachronique, quoi. C'est une anomalie puisque c'est plus du tout on a vraiment passé depuis très 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 longtemps la mode qui était effectivement très ancrée dans les années 90, ou globalement jusqu'au début des 2000 à peu près de la Die Hard exploitation qu'on avait déjà évoqué quand on avait parlé de passer les 57. Et c'est ça, avec toi on va faire que des Die Hard exploitation. Bah ouais. Hein, tu me rappelles pour Under Siege du coup. Under Siege 2 ou tu vois. Ouais. Non, il faut vraiment trouver les bien foireux là, tu sais, les trucs encore plus bas que ça, quoi. Je cherchais. Ouais. Non, mais voilà. Ceci dit, la mode est passée, mais voilà. Mais la même année, il y en a deux. Voilà, puisque, voire trois, parce qu'en fait, il y a la suite de Die Hard. Mais qui pour le coup n'est plus du tout on n'est plus du tout dans la formule du Die Hard originel, quoi. Et alors c'est de la Die Hard exploitation aussi parce que c'est exploité le personnage, mais bon, on n'est pas là pour parler de cette grosse merde. Ouais, voilà. Hein, on est là pour parler d'une autre grosse merde. Voilà, mais une grosse merde sympathique. Voilà, faut le dire tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas un très bon film, La chute de la Maison Blanche. Mais c'est pour ça aussi que c'est peut-être aussi un petit peu un bon film, tu vois. Voilà. Et comme on disait, donc, puisque c'était, effectivement, on a eu un double revival des années 90 en cette belle année 2013, puisque donc non seulement il y a effectivement donc ce Die Hard exploitation qui revient, mais en plus on est aussi dans l'exemple de deux films concurrents sur le même sujet la même année, comme on avait dans les années 90 avec Armageddon Deep Impact, Volcano, Dante's Peak, le Pic de Dante et tout ça, puisque la même année donc sort White House Down. Pour le coup, le film n'est pas été traduit en français. Non, parce qu'ils se sont fait piquer le titre. Ben voilà, c'est ça. Tu vois, Olympus Has Fallen, bon bah voilà, tu vois. Oui, alors Olympus Has Fallen en français dans le texte, tu vois, mais avec mon accent, quoi. Oui. C'est bon, c'était assez difficile à traduire puisque c'est le nom de code en fait de la Maison Blanche, quoi, ou du président, je sais plus. Non, de la Maison Blanche. Alors, bon, voilà, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est le nom de code de la Maison Blanche, et donc voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que traduction française basique, la chute de la Maison Blanche, sauf que White House Down, ça veut littéralement dire la chute de la Maison Blanche. Donc ils étaient un peu emmerdés. Voilà. Mais de toute façon, ils n'ont pas été emmerdés que par la traduction du
du titre, hein, parce que pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que ce film, qui est quand même une série B, voire tu vois, d'exploitation assez crasseuse, quoi, a fait plus de thunes que le gros budget de Roland Emmerich, qui a coûté 2 fois plus cher, je crois. Oui, si je dis pas de c'était conneries, dans quoi. les 150 millions, et puis surtout c'était un gros film d'été. Le White House avec des stars, puisqu'il y avait Jamie Foxx et Channing Tatum, et qui donc effectivement c'est bidé, quoi. Ça fait partie des bids un peu high profile, enfin des films qu'on a eu quelques-uns, quoi, là, à l'été 2013, et ça, il y avait eu Lone Ranger aussi, qui avait pas très bien fonctionné, alors qui a mieux fonctionné, mais qui en regard de son budget était une déception aussi, quoi. Et oui, effectivement, donc Olympus Has Fallen sort en mars, et dame le pion complètement, puisque sur son budget de 70 millions, il en rapporte 170 en tout, quoi. Donc ce qui est plutôt une bonne affaire dans l'ensemble. En tout cas, ça a créé une franchise. Et ça a créé une franchise, c'est surtout ça qu'il faut noter, quoi, puisque derrière, Mike Banning est revenu dans 2 films qui sont tous appelés Has Fallen aussi. C'était quoi alors? C'était London Has Fallen, la chute de Londres, et Angel Has Fallen. Le dernier, alors je sais plus par contre comment ils l'ont appelé en français. Moi non plus, mais pourtant je l'ai vu. Hein. Moi aussi, mais je l'ai oublié, tu vois. Donc, et donc effectivement, voilà, GG, parce qu'on l'appelle GG. Ouais. GG a trouvé son rôle emblématique et sa franchise d'action, puisque malheureusement il a pas pu faire la suite de 300 vu qu'il était mort. Ouais, dans le 300. Dans 300. Et donc voilà, il a trouvé en Mike Banning son héros qu'il incarne, voilà, avec toute la boufferie qui le caractérise. Bah c'est un peu ça, c'est un peu le problème c'est-à-dire que bon, on rigole, mais parlons un peu sérieusement de ce que Gerard Butler est censé représenter dans le cinéma d'action, quoi. Et effectivement, il y a 300. Bon, qui est, on va dire, son carton atomique, le truc qu'il a imposé comme une star, on va dire. Et puis il y a le reste, quoi, c'est-à-dire des séries B au mieux. Tu vois, je veux dire, peut-être de temps en temps la possibilité de tourner dans un film avec Joe Carnan ou un réalisateur un petit peu sympa, quoi, tu vois. Mais sinon, pour le reste, c'est du nu image et des prods un peu. Voilà, il y avait ce truc là, cette American, je sais plus quoi, tu vois, où il faisait un espèce de sous-hit là, tu vois. Oui, un film de braquage là, tu vois, c'est pareil, c'est. Den of Thieves. Den of Thieves, voilà. C'était comment en français? American Crime, non, American Heist, American. J'ai oublié le titre français. American Beauf, j'en sais rien. Enfin bref, moi aussi j'ai oublié le titre, quoi. Qui était d'ailleurs écrit par, je crois, un des mecs qui était écrit et réalisé par un des scénaristes de la suite de Olympus Has Fallen. Incroyable, tu vois, comme le monde est petit, quoi. Donc tout est connecté, quoi. Mais c'est voilà, en fait, c'est pas De Niro le gars, et c'est pas Pacino, quoi, tu vois. Donc c'est certainement pas Bruce Willis, comme effectivement la série des Olympus l'a démontré, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, effectivement, on dit que c'est un beauf, mais c'est vrai qu'il a ce côté un peu bourrin, machin, etc. Après, le film ne l'aide pas beaucoup, hein, il faut le dire aussi, ça joue parce que, là-dessus. En gros, quand on dit Die Exploitation, c'est pas une façon de parler. C'est-à-dire que les mecs, ils reprennent les moments clés en fait du premier Die Hard, tranquillou, bilou, et puis en fait. C'est-à-dire que on va les énumérer un peu. C'est-à-dire que tu as donc cette idée du personnage qui est donc le dernier rempart au sein du truc pris en otage, et qui est en communication avec l'extérieur, avec des mecs qui ne l'aiment pas, enfin qui considèrent qu'à un moment il fout plus la merde qu'autre chose. Tu as carrément la reprise du passage où les forces extérieures vont essayer d'aller prendre d'assaut le bâtiment et se font démonter parce que les terroristes ont l'avantage tactique, donc qui est avec littéralement le même principe d'aller installer une arme pour faire péter, donc dans Die Hard c'est le véhicule blindé qui se fait exploser au lance-roquettes, voilà. Et là dans c'est des hélicos, voilà, ils envoient des Black Hawk et ils ont une arme expérimentale qui repère les trucs et qui défonce, qui mitraille au canon lourd, qui mitraille donc tous les hélicoptères et qui les abat les uns après les autres, voilà. Donc oui, c'est la plupart des moments clés sont repris, quoi. Tu as le traître qui aide les. Alors bon, en l'occurrence là, c'est un peu lui, différent. tu le vois venir, mais tellement, mais gros comme une maison là. C'est parce que il faut le dire aussi, il y a un casting quand même assez chargé. Hein. Alors ça, c'est la petite surprise du film. Alors je ne sais pas si c'est parce que les concepteurs du projet sont assez conscients des limitations de Gerard Butler en tant qu'acteur, mais du coup, pour faire illusion, en fait, effectivement, enfin, ce qui peut tendance à même avoir produire l'effet inverse, en fait, quoi. Mais du coup, on te met dans les seconds rôles clés, on te met tout un tas d'acteurs qui, pour le coup, sont très chevronnés et qui apportent un peu de prestige aussi, quoi. Parce que, mine de rien, bah oui, c'est une prod New Image, mais dans laquelle tu as Morgan Freeman qui va jouer le Speaker of the House, qui se retrouve donc président puisque le porte-parole. Oui, là, c'est le chef de la majorité, en fait. Ouais, allez. Voilà. Je résume. Qui se retrouve président par intérim puisque et le président et le vice-président ne sont plus en capacité
capacité d'exercer leurs fonctions. Tu as Angela Bassett pour faire la chef des services secrets. Tu as Robert Forster qui joue le général, le commandant en chef des armées. Tu as Melissa Leo qui joue la ministre de la Défense, je crois. Faut qu'on en parle de Melissa Leo, voilà, parce que ça, tu as Cole Hauser dans le rôle du mec qui remplace Gérard Butler, son pote, qui reprend sa place à la tête des services secrets, etc. Donc Dylan McDermott dans le rôle du traître. Le traître. Voilà, c'est ça. Donc ouais, voilà, c'est vraiment. Non, mais lui, il est présenté d'entrée de jeu. Alors parce qu'il faut bon, tu vois, je veux dire, il faut quand même un peu préciser ce que c'est aussi. C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi dans ces espèces de films en fait où les mecs ont des tripes sur le président des États-Unis. C'est-à-dire le président des États-Unis est ton copain. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, t'as une première scène d'ouverture, parce qu'avant même la scène justement de l'accident. Tu te retrouves avec Gerard Butler et Aaron Eckhart, puisque c'est lui le président, quoi, qui se font un petit combat de boxe tranquillou entre hommes, tu vois, entre couilles là, tu vois. Et en fait, voilà, c'est ça, et t'as Dylan McDermott qui les interrompt, et puis là, tout de suite, tu comprends tout de suite, vu la position de la caméra, vu le gars qui est au-dessus, etc., que bon, bah, c'est un méchant, quoi, il est pas content, tu vois. Et du coup, alors, les motivations sont complètement merdiques et puis elles sont expédiées de toute façon. Oui, en gros, donc le président lui demande mais pourquoi ça coûte combien une âme comme ça, ça coûte combien de vendre son âme, et l'autre lui réplique vous avez vendu ce pays bien longtemps avant que moi je le fasse. Alors sauf que le problème c'est qu'effectivement le président c'est un peu un président qui existe comme ça ex nihilo, tu n'as pas la moindre idée de quelle est sa politique, tu n'as pas la moindre idée de ce qu'il mène. C'est pareil, les motivations, il le traite de libéral très vite, tu vois, mais oui, c'est effectivement ça veut pas sauf dire... qu'apparemment c'est un républicain, puisqu'il y a une histoire avec le portrait de Franklin Delano Roosevelt qui est suspendu dans un couloir de la Maison Blanche, et s'il est là, ça veut dire que le portrait de Theodore Roosevelt est ailleurs et dans une autre pièce plus importante de la Maison Blanche, ce qui est en général la signification que c'est un républicain qui est président et non un démocrate. Mais ça, c'est dans la vraie Maison Blanche. Oui, dans la vraie Maison Blanche. Parce que j'allais dire, on n'est pas une approximation non, près. c'est vrai. Je pense mais pas bon, en que même temps, la question se pose plus trop en fait quand tu regardes le film, parce que pour le coup, est-ce que le film est, tu vois, non, parce que de la même manière que, en fait, voilà, donc il faut préciser, voilà, on a dit que les terroristes étaient des Nord-Coréens. Et de la même manière, les motivations sont quand même relativement vagues, puisque il y a un vague truc sur la zone démilitarisée en fait au début, qui aurait des manœuvres ou je sais pas quoi. L'exigence du terroriste, c'est que c'est que le gouvernement américain retire la 7e flotte et vire toutes ses troupes de la zone démilitarisée, ce qui donc mettrait la Corée du Sud à la portée d'une attaque militaire de la Corée du Nord. Et à la fin, il veut carrément faire péter tous les missiles nucléaires dans leurs silos pour tuer à peu près 50 millions d'Américains, et comme ça, votre pays aussi, il connaîtra la famine et la misère et tout ça. Bon, voilà, ça reste quand même très vague. Tout ça pour dire que c'est quand même des gros méchants qui menacent notre mode de vie, et qu'il va quand même falloir aller bien leur péter la gueule et leur enfoncer des couteaux dans le crâne pour leur apprendre que ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Et surtout, il y a un truc, c'est que t'as quand même un moment en fait qui est assez génial dans le film, c'est que, alors certes, c'est des Nord-Coréens, mais alors moi, c'est ma partie préférée. Il y a un moment donné en fait où le film il borderline génial, parce que en fait, tu te dis, là, c'est Hot Shots 3. Tu vois, là, il y a un moment donné, c'est vraiment Hot Shots 3. C'est-à-dire que déjà, t'as un avion qui passe au-dessus, qui commence à zinguer tous les passants, etc., etc. Ça, c'est incroyable, tu vois. T'as un nombre incalculable de morts. Je crois que le body count, il est super élevé. Ah oui, ils font 300 morts dans le film. C'est ouf, tu vois. Il est vraiment vénère. En plus, derrière, ils te prennent bien soin, parce que comme le personnage de la femme de Gerard Butler, qui est jouée par Radha Mitchell, alors dans un rôle mais ingrat au possible. Elle a fait 2 films, après elle a dit non, j'en ai marre, parce que dans le 3e, c'est plus elle, quoi. C'est Piper Perabo. Et comme elle est infirmière, en fait, ils prennent bien soin de te faire une scène dans l'hôpital où elle est, où tu vois arriver tous les blessés de l'attaque initiale, et avec des mecs avec des moignons, une gamine en train de faire un arrêt cardiaque, et tout, c'est hyper sadique. Ouais, le film il arrête pas, quoi. C'était plein de morts graphiques et tout ça, etc., etc. Oui, plein de blessés, très violent, quoi. C'est aussi d'ailleurs ce qui le distingue de White House Down, qui est un film complètement PG-13, où tu te retrouves à la fin du film avec un méchant qui se fait dégommer à bout portant par une Gatling sans qu'il y ait la moindre goutte de sang, alors que là, non, dès la première attaque, c'est effectivement du passant mitraillé à la pelle, des explosions de grenades, enfin voilà, ça meurt dans tous les côtés, quoi. Voilà. Et donc après cette scène qui est déjà quand même assez costaud, quoi, tu te retrouves avec les gars qui arrivent dans un van devant la Maison Blanche, tu vois, qui ont des ceintures donc d'explosifs, si tu veux, comment dire,
qui se mettent à comment dire ou sortir le truc. Et alors c'est à peine s'il crie pas Wallah Akbar, mais c'est juste parce qu'il est nord-coréen. Bah Sinon oui, c'est non, voilà. il dit Et pas. donc il explose devant Gerard Butler avec une cascade absolument incroyable où t'as Gerard Butler qui se fait gicler de l'écran, C'est ça. mais je crois que c'est à peu près la seule cascade qui fait du film, quoi, en gros, quoi. Mais ça on va en parler aussi, quoi. Et alors après c'est le festival. Là, ils se font tous dégommer sur le jardin là, Ouais, tu sais, sur le. le service secret Ah ouais, qui c'est- essaie de défendre la Maison Blanche, ils se font mitrailler à l'arme lourde. Et c'est Hot Shots 2, quoi. Les flics arrivent C'est- derrière et en fait ils ont mis des vannes et c'est pareil, ils ont mis des camions poubelles pour obstruer parce qu'en fait ils font péter les grilles de la Maison Blanche et derrière ils mettent des camions poubelles pour obstruer et les camions poubelles quand les autres flics arrivent, les renforts arrivent, tu as les camions poubelles qui s'ouvrent et hop ils sortent des armes lourdes et ils se mettent à mitrailler les keufs à l'arme lourde et là aussi c'est festival d'impact de balles avec des balles traçantes, les mecs qui se font démembrer et tout ça quoi. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment alors c'est le côté totalement décomplexé, jouissif, beauf, gaulle du film qui est voilà. C'est dommage malheureusement que ce soit pas comme Non, ça pendant tient, tout ça le tient film. pas la rythme en fait. Voilà, c'est le ça. problème, que le film C'est-à-dire ne tient que pas mais ne ça, il tient pas devrait sur faire la un film d'1 heure et demie avec un sujet comme ça. Il devrait arrêter de se la péter. Parce que je pense aussi que ça fait partie des problématiques du film de manière générale, c'est que Antoine Fuqua, c'est lui déjà qui disait apparemment, d'après ce que j'ai compris, dans la première version du scénario. C'était des terroristes c'était des musulmans, musulmans et voilà. lui a voulu que en disant non mais les Nord-Coréens c'est plus intéressant parce que bon en fait effectivement c'est revenu après il était quelque part le film était un peu visionnaire là-dessus puisque derrière on a vu que c'est devenu un peu un peu un méchant emblématique quoi le Nord-Coréen maintenant Oui bon, même après, si alors il y avait eu en fait on peut dire qu'avant ça il y avait eu le Meurt un autre jour qui avait aussi un méchant nord-coréen mais bon c'était plus fantaisiste quoi. Non, mais tu parles de quoi du James Bond là, Oui, avec James Pierce Bond, Brosnan. oui, c'est ça. Mais c'était 10 ans avant. Oui, c'était 10 ans avant, mais c'est pas. Et puis c'est d'ailleurs pour c'est ça le que c'était même pas du tout, c'est le même c'est le même acteur, comédien, enfin ouais. c'était le méchant secondaire. C'est C'est le méchant secondaire, oui, c'est le vrai, méchant ouais, secondaire c'est ça, dans ouais. le film. Mais après, bon, c'est une autre époque, on va Oui. dire. Il y a quand même 10 ans qui sont passés entre les deux, quoi. C'est-à-dire que lui justifie ça en disant ça a été fait, refait, et t'avais notamment des films comme, comment ça s'appelait, Couvre-feu, dont apparemment, d'après ce que j'ai appris en me renseignant un peu sur la chute de la Maison Blanche, que apparemment ils ont repris des plans de couvre-feu dans la chute de la Maison Blanche. Je serais bien foutu de dire lesquels, puisque. Pareil, je n'ai jamais revu Couvre-feu depuis. Ah oui, mais J'ai pas 13 ans, oui. voilà, c'est Edward Zwick avec Bruce Willis aussi d'ailleurs, hein, et Denzel Washington, quoi, qui est pas un très bon film, quoi, mais qui avait pour le coup la volonté de traiter le sujet du terrorisme de façon assez sérieuse. Ouais, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Oui, et ce qui est pas du tout le cas ici, même si tu sens qu'en fait le fait qu'Antoine Fuqua soit un réalisateur qui a un potentiel, on va dire, à traiter des sujets un peu sérieux, c'est un peu ce qui amène, à mon sens, toute cette logique de casting, tu vois, un Oui. petit peu cossu, etc., même si tout ça au service d'un film de bourrin total, quoi. Et alors donc on rentre dans la deuxième partie du film qui est quand même assez merveilleuse aussi, mine de rien, faut le dire, même si un peu plus, comment dire, voilà, où Gerard Butler, en gros, c'est Michael Myers, c'est Jason Voorhees, et les gars, en fait, ils attendent dans des pièces de la Maison Blanche que les mecs rentrent pour leur planter un couteau dans la jambe, dans la gueule, dans le, comment dire, dans je sais pas, dans le cœur, tu vois. Et en fait, ils les butent un par un, mais vraiment, en plus, à l'arme blanche, et ils les déblaient en, Ah oui, je sais pas, 15 secondes, en fait. Il n'y a aucune résistance, quoi. C'est vraiment, effectivement, le mec surentraîné qui, il y a juste vaguement à la fin, quand il se retrouve face au terroriste en chef, quoi, où, il prend une ou deux. voilà, où il ouais. prend une ou deux baffes, il se fait étrangler un peu, et là, il faut que le président l'aide un petit coup pour, Ouais, c'est ça, pour pour qu'il arrive justifier à- aussi, parce voilà. que ça c'est pareil, il faut justifier quand même la présence d'Aaron Eckhart, tu vois, qui est rescapé de Dark Knight et tout ça, tu vois, qui se retrouve d'un seul coup, en fait, à être attaché à un poteau pendant 80% de du film, quoi. C'est ça. Donc, Mais tu as même cette scène formidable parce qu'en fait effectivement il y a vaguement le truc au début, c'est qu'il essaye d'aller exfiltrer le fils du président avec qui il est ami, qui lui est resté dans la Maison Blanche. qui sert d'enjeu. Voilà, mais dès que cet enjeu-là est évacué, puisqu'en fait effectivement il a réussi à le faire sortir assez rapidement, et derrière oui c'est ce que tu décris quoi, c'est il se balade dans la Maison Blanche et puis hop, un terroriste, je vais le buter. Alors il y a vaguement à un moment il en torture un vaguement parce que on est encore un peu dans l'après 24, tu vois, donc une petite scène de torture sur un terroriste, ça fait toujours bon effet. 24 heures chrono. Ouais. Voilà. Et puis tu as cette scène merveilleuse où en fait ils sont planqués dans les murs de la Maison Blanche, puisque tu as un espace creux dans les murs en fait qui sert de passage, et c'est là qu'ils récupèrent le fils du président, et dans la pièce où ils sont dans les murs il y a des terroristes qui arrivent, et ils finissent par comprendre qu'ils sont dans les murs, donc ils commencent à mitrailler les murs.
Butler et le fils du président s'en vont et donc il court pour éviter les balles et lui il tire à l'aveuglette derrière lui à travers le mur pour répliquer et il arrive quand même à toucher un mec quoi. Ouais, bah c'est Gerard Butler. C'est incroyable quoi, voilà. Tu vois. Donc là, t'as des trucs comme ça. Bon, t'as ça, mais t'as quand même les moments où d'un seul coup on se retrouve dans une scène d'action où en fait tu vois par exemple t'as le toit qui explose et en fait tu le vois gicler. Là le plan il est hilarant, c'est pareil parce que tu sens qu'en fait ils ont rajouté, ils ont shooté, ils ont essayé de faire un plan à la Die Hard justement qui est dans la chute d'Alan Rickman à la fin quoi. Sauf qu'en fait là, c'est complètement pété, c'est complètement foiré. Et tu sens bien qu'il est pas au milieu de la choucroute quoi, tu vois. Donc en fait il est en train de complètement se rater quoi. Et ça marche pas du tout parce que d'un seul coup tu te dis bon bah une cascade avec Gerard Butler qui n'est pas une cascade, qui n'est pas voilà. Donc en fait, donc vraiment t'as l'impression que Gerard Butler a dit moi je veux bien jouer le héros d'action mais je reste assis. J'attends que les mecs viennent et je les démonte en fait un par un si tu veux, mais brutal. Donc comme ça c'est voilà tu vois ça donne un cachet. En parlant de brutalité. Il y a quand même aussi un moment assez incroyable quand même, c'est-à-dire qu'ils vont chercher donc Melissa Leo qui est cette actrice qui est plutôt une bonne actrice en plus, tu vois, qui avait gagné l'Oscar dans The Fighter notamment de David O. Russell quoi, quelques années auparavant et qui se fait littéralement laminer la gueule par les méchants quoi, et qui en plus enfin tu vois, comme elle veut pas donner les codes puisque c'est toute l'idée, c'est qu'en fait chacun des il y a trois codes à trouver pour pouvoir justement activer un espèce de système de défense qui derrière lui permettra aux méchants de faire péter les missiles nucléaires dans le silo quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, donc elle veut pas donner son code et elle se fait littéralement défoncer la gueule par terre. Alors, et puis en plus, elle se fait vraiment traiter comme de la merde parce que t'as un moment donné, enfin, c'est complètement hallucinant. Et même quand c'est fini, même quand t'as fini par donner le code, à un moment donné, les mecs la traînent encore pour la sortir dehors. Enfin, c'est le rôle ultra ingrat, tu vois, horrible. Elle se retrouve limite en sous-vêtements à la fin. Après, c'est sous-vêtements classe, hein, genre une espèce de nuisette et sa jupe, quoi. Tu vois, elle est pas en soutif, quoi. Mais oui, ils arrivent à la. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils sont limite plus méchants avec elle qu'avec le général d'avant où lui, on lui menace juste de lui trancher la gorge, quoi. Mais ils lui mettent pas une patate alors qu'elle se fait vraiment défoncer quoi. Ah ouais non c'est ça, c'est vraiment c'est le bourrinitude absolue quoi, complètement gratuit. Alors beaucoup aussi d'imagerie patriotico-poète, tu vois, c'est inévitable dans un truc de ce genre quoi. C'est inévitable mais en même temps là c'est vraiment fait avec le manque de goût absolu, c'est-à-dire que Michael Bay c'est sobre à côté quoi, tu vois. Non, j'exagère un peu parce que c'est comment dire, tu sens en fait si tu veux quand même qu'il a essayé de tempérer ça, mais en gros bon malgré tout c'est pas possible en fait. Parce que ça va avec le sujet de toute façon, tu peux surtout qu'à la fin t'as quand même voilà, tu te retrouves avec à la fin l'inévitable discours du président qui t'explique que oui, ils ont voulu s'en prendre à notre mode enfin je paraphrase hein, mais ils ont voulu s'en prendre à notre mode de vie, mais nous avons montré que nous sommes solidaires et nous allons rebâtir plus fort et plus grand, et car nous sommes l'Amérique. Voilà, tu vois, c'est complètement dans les canons patriotards de ce genre de truc quoi, qui pour le coup dans mon souvenir est un truc que White House Down évitait un peu plus, déjà parce que c'était le choix de te montrer un ennemi de l'intérieur en fait, puisque c'était une alliance entre des néo-nazis et des mecs du gouvernement en fait pour essayer de reprendre la présidence, qui est remplacé par un espèce de ton faussement cool qui marchait pas particulièrement non plus quoi, mais voilà, ils avaient essayé alors de là à dire que c'est pour ça que Olympus Has Fallen a mieux marché que je pense que la démo, enfin, je pense que les gens qui sont visés, c'est assez clair, hein, c'est le public, c'est d'ailleurs le public de Gerard Butler aujourd'hui, hein, oui, c'est-à-dire, c'est les rednecks, si tu veux. Voilà. Après, je pense que, disons que si les films marchent en ville, c'est peut-être pas pour des raisons un peu comme nous, c'est-à-dire un peu ironiques, quoi, si tu veux, on va voir ça en espérant se taper un espèce de sale film des années 80, mais remis au goût du jour, comme Expendables ou ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, moi, je ne l'avais pas vu en salle à l'époque, mais des réactions dont je me souviens, c'était qu'effectivement, les gens allaient voir ça et disaient, mais c'est incroyable, on a l'impression d'être retombé sur un film des années 80 ou des années 90, mais sauf qu'on est en 2013, quoi. Jusque dans la technique, d'ailleurs. Parce que c'est pas formidable en termes d'SFX, quoi. Non, c'est clair, c'est bourré. Enfin, alors ça, c'est la méthode, comment dire, la méthode de l'image, hein, c'est ça, Millennium. C'est-à-dire, c'est que, en gros, ça a la forme de Expendables, plus ou moins, quoi. C'est-à-dire que The Expendables a au moins le mérite pour lui d'avoir des vrais héros d'action, si tu veux. Bon, après, voilà, t'as un mec comme, alors je sais pas, j'ai envie de dire, un mec comme Fuka apporte quand même un peu de métier, quoi. Après, on va pas dire que c'est extrêmement bien réalisé. Et puis, je crois savoir quand même que Fuka est pas le mec le plus actif du monde
sur les tournages en termes de direction d'action ou d'ailleurs sur le montage, des échos que j'en ai eu de la façon dont il travaille, notamment, alors bon, c'était des circonstances un peu particulières et puis le film n'est pas un film d'action, mais par exemple le dernier film qu'il a fait là, qui est le remake de The Guilty, film danois là pour Netflix, apparemment il a tout réalisé en remote en fait. Bon, c'était aussi lié au Covid quoi, mais il était pas du tout sur le plateau quoi, il était dans une autre pièce avec son combo et il dirigeait les acteurs Jake Gyllenhaal par une oreillette. Donc je sais pas trop ce qu'on peut vraiment lui imputer en termes de d'implication dans les scènes d'action en fait sur un truc comme ça quoi. Voilà, mais après ça ressemble formellement après on peut peut-être dire que formellement c'est un poil plus travaillé que les suites quoi. Mais... Ah oui, non, mais ça, bon, alors les suites, moi, c'est-à-dire que comme toi, j'avais pas vu l'original en salle, quoi, le film matriciel, quoi, celui qui a donné lieu à cette franchise absolument incroyable, quoi, tu vois. Mais du coup, on est allé voir ensemble. On l'a vu ensemble avec Yannick. Avec Yannick, la chute de Londres, c'est ça, ouais, c'est la chute de Londres. Bon, c'est nul. Enfin, c'est pourquoi on parle de la chute de la Maison Blanche, parce que ça c'est un peu rigolo, tu vois. Voilà. Moi, je suis allé voir la chute de Londres à cause de celui-là, quoi, à cause de la chute de la Maison Blanche, en me disant bon, ça va, comment dire, ça va être rigolo, ça va cartonner. Et en fait, finalement, à part 2-3 conneries, c'est pas très, voilà quoi. Il y a une ou deux répliques racistes, ouais, notamment voilà. le fameux retourne au connaristan. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Parce que pour le coup, dans la suite là, ils étaient allés vraiment les pieds dans le plat en mode oui, non, là c'est vraiment des terroristes islamistes quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, on va plus se justifier, quoi. Tu vois, voilà, on va y aller à fond, quoi. Qui en plus avec des trucs du genre le mec était le méchant principal veut se venger parce qu'au début du film on balance un missile à coup de drone sur le mariage en fait de sa fille quoi, tu vois. Mais non, sauf qu'en fait il a pas raison de faire ça quoi. Ouais, non, et puis après, il y a le troisième, c'est quoi? C'est le fugitif, en fait. Oui, en gros, c'est ça, c'est ça, le fugitif version Gérard Butler, quoi. Donc, pas très intéressant. Non, et puis surtout, en fait, en plus, au fur et à mesure, ils ont réduit les budgets à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que le premier était à 70 millions de dollars, le deuxième c'est 60 millions, et le troisième c'est 40 millions, quoi. Alors, et ils veulent en faire un quatrième, hein, ceci dit. Apparemment, il y a un quatrième dans les tuyaux, là. Ouais. Bon. Je sais pas comment ils vont le faire. Je pense que c'est des très bons produits d'appel vidéo aussi, hein. Enfin, oui. Vidéo ou Netflix ou ce genre de trucs. En fait, je pense que c'est des trucs qui cartonnent, comment dire. Ouais, parce que c'est des films, enfin, globalement, tu peux les voir à la télé. Enfin, c'est-à-dire, on l'a pas vu au cinéma. La question, c'était de le voir pour l'ambiance, hein. On va pas dire que c'est pour le spectacle, quoi, tu vois. Mais pour l'ambiance, ça aurait été sympa, quoi. Mais c'est vrai que normalement, c'est un film que tu vois chez toi, ces trucs-là. Enfin, c'est des direct vidéo. Bah, de toute façon, c'est un peu la politique de Millennium, quoi. C'est-à-dire que ils ont, c'est quand même, donc, New Image, c'était un gros fournisseur de vidéoclubs pendant des années. Qui sont passés au cinéma à l'orée des années 2010, enfin vers la milieu des années 2000, début des années 2010 quoi, avec en essayant parfois de faire des projets de prestige avec des gros castings quoi, tu vois. Mais bon, ça n'avait pas d'écho. Et puis donc effectivement, je pense que c'est vraiment au moment de Expendables que ça, de Rambo, enfin, le premier Rambo, enfin le quatrième Rambo, voilà, qui est produit par eux, qui est un carton où ça les met un peu en selle quoi. Mais après, ça reste des méthodes de Margoulan Video Club, hein, donc voilà, c'est toujours en termes de prod. Et 2013, par contre, ça avait été une année particulièrement faste pour eux, puisqu'ils sortent quand même 10 films cette année-là, quoi. Donc ils sortent en plus de Olympus Has Fallen, ils sortent Texas Chainsaw 3D, ils sortent Homefront avec Statham et écrit par Stallone, et ils sortent carrément dans les trucs plus improbables pour une boîte comme ça. Ils avaient sorti un biopic de Linda Lovelace avec Amanda Seyfried qui avait été réalisé par, je crois, les mecs qui avaient fait le documentaire The Celluloid Closet. Et ils sortent Linda Lovelace, une actrice X, voilà, c'était elle qui était derrière la porte. Ouais, mais et parce que là j'allais dire une connerie, mais je n'ai pas le film en tête. Et ils avaient sorti une adaptation de Faulkner par James Franco, quoi. Voilà, donc c'était vraiment les grands écarts permanents, quoi. Alors depuis, ils ont beaucoup réduit leur activité. Je crois que la boîte ne s'appelle même plus Millennium Film d'ailleurs. Et bon, ils ont quand même le Expendables 4 dans les tuyaux, quoi. Expendables 4 dans les tuyaux. D'ailleurs, les scénaristes de comment dire, de Olympus Has Fallen. Ouais, c'est les scénaristes d'Expendables 3, donc on les remercie pas non plus, hein. Non. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à faire moins bien que leur scénario de Olympus Has Fallen, qui est déjà pas formidable, hein, faut le dire, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, en fait, pour boucler un petit peu la boucle? C'est-à-dire que on en a un petit peu parlé vite fait au début de l'épisode, mais c'est quand même sorti donc la même année de Die Hard 5, et c'est un Die Hard Exploitation. Et il se trouve que le film a quand même fait plus de thunes que Die Hard 5. Faut quand même le faire, quoi, parce que c'est mine de rien, c'était c'est l'ersatz qui a dépassé la franchise maître, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est vrai que le film est complètement nul, Die Hard 5, et c'est pas... C'est-à-dire qu'en fait, au final, on peut considérer que Die Hard 5 est en lui-même un ersatz de Die Hard. Je pense que c'est surtout révélateur d'à quel point l'image de la franchise Die Hard était tombée en disgrâce aux yeux du public, quoi. Même si le 4 avait été un succès public,
Je pense qu'arrivé à ce stade, les gens avaient plus envie de voir un Die Hard, quoi. Et puis surtout, bon, le projet était pas engageant, faut dire. Hein. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait tu te retrouves avec un truc qui était aussi complètement incohérent. Tu dis que c'est un ersatz de Die Hard 5, mais en vrai, en fait, c'est la question elle se pose puisque en gros, c'est un film qui ressemblait à rien. On a envoyé McClane en Russie, tu sais pas trop pourquoi, Oui, c'est ça, tu vois. Et puis un personnage qui ne ressemblait plus du tout à ce que t'avais connu, quoi. Qui était Bruce Willis en fait en mode C'est ça. connard, tu vois. Ah oui, mais vraiment connard. Il est infâme dans le film. Hein. Ouais, il était déjà, moi je trouvais un peu infâme dans le 4, mais c'est surtout une manière de dire que finalement, en fait, dans la même année, à 2-3 mois d'intervalle, hein, c'était vraiment, je crois, il y en a un un mois, parce que c'était Ouais. février, il était sorti en février le Die Hard 5 et l'autre c'était en mars. Donc, Voilà, donc t'aurais pu croire que c'était quand même une vraie, pour eux, une vraie problématique parce que ça aurait pu être de la concurrence en fait directe, quoi. Et finalement, en fait, tout le monde, enfin bon, j'ai envie de dire tout le monde a oublié que la chute de la Maison Blanche existe aussi, quoi. Mais tout le monde a oublié aussi qu'il y avait un Die Hard. Enfin, en tout cas, au bout d'un mois et demi, tout le monde a oublié qu'il y avait un Die Hard. Ils sont allés se jeter sur ce néoclassique, qu'est-ce que j'ai envie de dire, si tu veux, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce truc, enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Voilà, tu vois, c'est Hot Shots 3, en tout cas pour une partie du film, quoi, si tu veux. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa à revoir, même si c'est vrai que c'est un peu long pour ce que c'est. Ouais, bah comme toujours, c'est un peu le problème de truc, quoi. C'est qu'effectivement ça dure quasiment 2 heures et que ça se met à pédaler dans la semoule au bout de 45 minutes, quoi. Et que en dehors des éclairs, des petits éclairs de brutalité par-ci par-là, et que bon, bah oui, malgré tout, c'est quand même toujours agréable de voir Morgan Freeman, Angela Bassett et Robert Forster en train de faire des gueules concernées autour d'une table. Ouais, des gueules concernées, mais concernées par le chèque, hein, surtout parce que là, ça se voit qu'ils sont pas là pour... Alors d'ailleurs, là, pour le coup, moi, en revoyant le film, ça m'a fait penser, en fait, c'était... parce que ça rip-off Die Hard, mais alors, pour moi, les scènes de réunion entre l'état-major... Under Siege. Air Force One aussi. Ah oui. Parce que c'était pareil, t'avais la même logique dans Air Force One d'avoir des scènes comme ça où t'avais tout l'état-major qui était réuni et qui discutait de la marche à suivre et où, du coup, on allait te chercher un casting prestigieux pour faire passer la pilule, parce que finalement c'était quand même que des scènes de mecs qui parlent autour d'une table, quoi. Donc dans Air Force One on te ramenait Glenn Close, Dean Stockwell, etc., quoi, tous ces trucs. Un autre film en fait où les Américains sont copains avec leur président. Voilà, parce que c'est un peu ça, le truc. Ça c'était l'époque aussi qui voulait ça, mais je pense on en parlera peut-être un jour dans un épisode sur. Oui, sur parce que tu veux dire, parce je que sais c'était pas. quoi? Parce que c'était Bill Clinton à l'époque, Oui, voilà, le président, donc il jouait du jazz et il était sympathique ça, et tout ça. C'était redorer un peu l'image du président, avec surtout que le film sort après sa réélection, quoi. Ouais, mais moi je pense en fait qu'il y a quand même, comment dire, il y a quand même en fait un espèce de trip autour de ça, quoi. C'est-à-dire, tu sens que, enfin, la façon dont René Card est présenté, c'est quand même le président. Alors c'est pas Obama, mais c'est quand même le président tranquille, quoi, le président cool, jeune, etc., etc. Donc en fait, je pense qu'ils ont c'est un trip en fait du cinéma hollywoodien et puis enfin ça marche en fait en l'occurrence. Hein. Il se trouve que Air Force One ça avait été un carton, Independence Day ça avait été un carton. C'est le président qui va au combat, qui met des nions et qui, tu vois, à qui on la fait pas, quoi, tu vois, pour protéger son pays, quoi. Mais c'est aussi passé de mode, ça. Non. Bah écoute, avec la chute de la Maison Blanche, moi j'ai l'impression que c'était déjà passé de mode. Oui, en fait, non, mais de toute façon, tout est anachronique dans ce projet. Oui, c'est ça, faut être clair, hein, tu vois. Complètement. Donc, mais voilà. c'est aussi ce qui fait un peu le sel du truc, quoi, quelque part, puisque peut-être pas à revoir maintenant, mais en 2013, c'était ça, quoi. T'avais l'impression que t'avais plus vu ce genre de truc depuis tellement longtemps que t'avais au moins ce petit plaisir, et puis t'avais cette petite demi-heure au début, bien bourrine, qui puis, posait le truc, quoi. Honnêtement, t'as plus tellement ça non plus aujourd'hui, hein, Non, les films c'est d'action. clair. C'est-à-dire que ça fait la Expendables 4, il est censé sortir cette année, mais bon, tu vois, on l'attend. Enfin, je sais pas si on l'attend vraiment d'ailleurs, mais on va dire que ça fait quand même quelques années qu'il est censé se faire, quoi. Il y a quoi comme film d'action? Enfin, tout passe sur Netflix et compagnie maintenant. Donc, même des gros trucs. Ouais, gros trucs. Quand tu vois qu'un truc à 200 millions de dollars comme The Greyman là, qui est vendu comme un gros truc d'action aussi, ça va directement sur Netflix. Ouais, c'est plus en salle. Voilà, il y a plus que les grosses franchises, quoi. Bah oui, voilà, c'est John Wick, quoi. John Wick, le Fast and Furious. Si tu vas voir le truc, tu vas voir Bullet Train, quoi, le truc de David Leitch, quoi. Ouais. Mais c'est un rated aussi, ça? Classé Bonne R. question. Bah ouais, ça en tout cas, l'abondance voit un truc un peu comme ça, quoi. Un peu décalé, un peu vénère, quoi. Ouais. Écoute, on verra sur place, quoi. Je suis pas très fan de David Leitch, donc je mets pas trop de billes sur le projet. Mais... Personne, je crois. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui disent mon réalisateur préféré, c'est David Leitch, quoi. Même parmi les fans de John Wick. Mais Antoine Fuqua non plus, quoi. Bon, écoute, on en reste là. Hein. Oui, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur la chute de la Maison Blanche. Voilà. Donc merci Mathieu. Merci à toi Stéphane. Merci à tous en fait de nous avoir suivis. Merci Alain, merci à la technique. Je l'ai pas cité la dernière fois qu'on a fait un podcast avec Mathieu, donc je le cite maintenant. Merci Alain. Merci Antoine aussi, parce que voilà, on est comme on filme en fait,
On est plusieurs derrière la technique, quoi. C'est Antoine. Merci à vous tous qui nous suivez. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et sur Patreon, c'est 2 adresses. Et puis pour nous suivre en fait tout simplement sur les réseaux sociaux, et bien en fait en gros il y a Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc. Voilà, et on se retrouve la prochaine fois avec un prochain film. Merci à tous. Ciao.